RTCI nous réunit. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. « 8h passées d'une minute sur les ondes RTCI, nous sommes le mercredi 25 janvier. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de plusieurs sujets. On va parler des élections municipales et régionales avec un énième report du vote du projet de loi amendant la loi électorale hier à l'Assemblée des représentants du peuple. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir ce matin la députée du parti Mashroua Tunis et du bloc parlementaire Madame Khawla Ben Aïcha qui est sur la route et qui est sur le point d'arriver dans nos studios. On parlera également chiffres avec Herbel Loumi, le directeur général d'Elka Consulting, qui nous confirmera la tendance générale de la quasi-rupture entre le Tunisien et les politiques, mais qui va nous expliquer que cette tendance n'est peut-être pas aussi tranchée que nous le pensions s'agissant de l'intérêt que suscitent les élections municipales et régionales auprès du Tunisien. Herbel Loumi, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation d'RTCI. Bonjour Anis, merci à vous. Mais auparavant, je vous invite dans le monde du high-tech dédié à la lutte contre le terrorisme et le démarrage du projet Supersense qui se tiendra aujourd'hui au Technopole d'El Razel. Madame Ouellet Turki El-Atrous, directrice de la coopération du marketing au CERT, le Centre d'études et de recherche des télécommunications, nous parlera davantage de ce projet et je pense que Madame Turki El-Atrous est déjà parmi nous. Bonjour. Bonjour Anis. Alors, un projet très intéressant qui démarrera aujourd'hui même. Supersense, de quoi s'agit-il exactement, Madame Turki ? Effectivement, Anis. Donc, bonjour à toi et aux chers auditeurs de RTCI. Merci. Donc, permettez-moi tout d'abord de saisir cette occasion pour vous remercier pour cette intervention et pour présenter l'événement d'aujourd'hui qui sera parrainé par son Excellence, Monsieur le Ministre des Technologies de Communication et de l'Économie numérique, ainsi que son Excellence, Monsieur le Secrétaire d'État de la Recherche scientifique. Cet événement se tiendra effectivement au niveau du centre du CERT, Centre d'études de recherche et de communication. Donc, si vous permettez, je vais brièvement présenter le CERT. Donc, oui. Le CERT, peut-être la plupart le connaissent au niveau guichet unique et laboratoire d'homologation. Oui. Donc, on ne fait pas uniquement ça. Donc, on est présent au niveau de tout ce qui est études stratégiques, consulting. Également, nous faisons tout ce qui est audit et expertise, réception technique pour tout ce qui est installation qui touche au domaine des technologies de l'information de manière générale. Nous avons également nos laboratoires, entre autres nos laboratoires d'homologation, notre laboratoire COM, donc c'est un laboratoire unique au niveau de l'Afrique, et d'ailleurs il a été même proposé à être un laboratoire régional par l'Union internationale de communication lors de la MNT. Oui. Et nous avons également l'activité de recherche et veille technologique. Et effectivement, c'est dans ce cadre que nous célébrons aujourd'hui le démarrage du projet, que nous considérons assez important aussi bien pour notre ministère donc, que pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mais également et surtout nos chers citoyens et notre chère Tunisie. Donc, justement, Madame Turki, vous parlez donc d'une supervision sensitive des lieux sensibles multicapteurs. Alors, je ne sais pas si c'est un Big Brother, hein. Donc voilà, le Big Brother, on l'a connu donc sur le niveau cathodique et de télévision, mais est-ce qu'il s'agit donc quelque part d'un procédé semblable? Effectivement, on va travailler avec différents laboratoires de recherche et différents partenaires, entre autres publics et privés. Donc, il y aura différentes institutions qui vont travailler sur ce projet-là. Ce projet consiste en 3 grandes parties au niveau de ce projet. Donc, on va surveiller des lieux sensibles par une approche multicapteur. Donc, spécialement au niveau des zones militaires, au niveau des aéroports, au niveau des centres commerciaux, au niveau des endroits sensibles, classés sensibles d'une manière générale. C'est-à-dire des capteurs qui vont essayer de vous donner une idée par rapport à des menaces éventuelles sur des sites stratégiques, c'est ça? Effectivement, par rapport à des suspects éventuels. Donc, on va travailler avec tout ce qui est de l'approche biométrique. Donc, cette approche biométrique, on va travailler sur le comportement, pas uniquement sur tout ce qui est physiologique. Donc, ça ne sera pas uniquement sur tout ce qui est empreinte, iris et tout ça. Donc, on va travailler sur tout ce qui est comportement, donc approche cognitive. Donc, le comportement, par exemple, si on signe avec quelle pression sur la main,
si on se déplacera mieux avec quel mouvement. Donc, études comportementales par rapport aux individus éventuellement suspects. Donc là, on va monter différentes bases de données par rapport à ça. Donc, il y aura un certain nombre de traitements des données. Donc, pour donner effectivement des signaux donner de l'alerte pour des éventuels suspects. Donc des alertes instantanées, on va dire. Donc, et j'imagine qu'il y a une coopération qui est en train de se mettre en place entre vous-même, donc au ministère, le CERT, ministère donc de la Défense nationale, ministère de l'Intérieur, pour cadrer toute éventuelle menace qui pourrait exister. Effectivement, d'ailleurs, aujourd'hui, on a même invité le ministère de l'Intérieur pour le démarrage de ce projet, également le ministère des Défenses. Il y aura des représentants au niveau de la journée d'aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est un projet national, d'envergure nationale, qui est très important et au niveau. Pour ce projet-là, on a un certain nombre de partenaires, donc une dizaine de partenaires. Les écoles d'ingénieurs, les NIT, le SUPCOM ils sont sur le projet. Également la société Telnet, Codentech. Bon, je ne vais pas citer. Oui, on va pas faire de la pub. On va pas faire de la pub. Voilà, peut-être oui. Bon. Alors, justement, Madame Tolk, vous parlez d'un démarrage. Aujourd'hui, il va démarrer au Technopole donc d'El Razel, mais la question qui se pose, ce projet-là, il va prendre combien de temps avant qu'il ne soit réalisé effectivement en Tunisie? Ce projet-là, il va s'étaler sur 3 ans. Donc, il commence en 2017, il va s'étaler sur 3 ans. Donc, voilà. C'était financé par le ministère de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le montant de financement a été de 600 000 dinars. 600 000 dinars. 600 000 dinars. Donc, pour ce projet-là. Donc, voilà. Voilà, merci beaucoup. On va vous souhaiter bonne chance et bonne continuation pour cette lutte. Voilà, la lutte contre le terrorisme est une lutte tous azimuts et la dimension digitale, la dimension numérique, la dimension exactement donc biométrique est très importante. Merci beaucoup, Madame Ouellet Tolk-El-Atrous, directrice de la coopération du marketing au CERT, le Centre d'études et de recherche des télécommunications, qui vient de nous parler du projet Super Sense. Voilà, sans transition, on abordera donc la question des municipales et je souhaite la bienvenue à Madame Khawla Ben Aïcha, la députée. Bonjour. Bonjour Enis, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Je resalue Herbel Lomi, notre monsieur chiffre du jour qui va nous parler donc de ces élections municipales. Voilà, nous avons raccroché avec Madame Maratous. Alors, Madame Khawla Ben Aïcha, 4e report de ce projet amendant la loi électorale. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Malheureusement, après de longs mois d'attente et d'heures d'attente, hier à l'Assemblée des représentants du peuple, à notre grande surprise, la session plénière a été reportée parce que les présidents... Pour mardi prochain. Tout à fait, parce que les présidents des groupes parlementaires aurait besoin de plus de temps pour étudier les propositions du gouvernement, notamment par rapport à le fameux article 6 bis, qui concerne donc la participation des forces armées et des militaires aux élections, et l'article 3 qui lui concerne les interdictions. D'accord. Alors, Khawla Ben Aïcha, la question qui se pose, d'abord, on va essayer d'expliquer réellement, il ne s'agit pas d'un nouveau code électoral, il s'agit d'amender donc quelques dispositions du code électoral de 2014. Ce qu'on a voté, d'ailleurs, dont une partie a été votée en juin dernier. Voilà. Donc, il y a eu quelques questions conflictuelles qu'on a essayé justement de résoudre avec plusieurs réunions de comité des consensus et le ministre donc en charge du dossier, et ça a encore été reporté. Alors, les questions conflictuelles touchent essentiellement à des questions qui ont été déjà abordées en 2011, en 2014 également, et c'est le vote des sécuritaires, le vote des forces de sécurité, les membres des forces de sécurité et de la défense nationale. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a changé par rapport à ça, j'ai l'impression que ça tombe pile poil avec des considérations d'ordre partisan. Certains voudraient rallier ces forces-là, d'autres peut-être donc en sont réticents
réticents. Qu'est-ce qui se passe avec cette question? Donc l'article 6 bis, qui, rappelons-le, a été amendé par le gouvernement une autre fois. Justement, puisqu'il a été ratifié par le gouvernement, il est censé y avoir un consensus autour de cet article 6 qui est proposé par un gouvernement dont la majorité parlementaire est censée soutenir. Ce qui fait Je rappelle que vous, à Machroua, donc vous êtes dans l'opposition. Non, pas encore. On n'a pas encore annoncé, on continue à soutenir le gouvernement, mais avec ce soutien critique et conditionnel. Donc un article 6 proposé par le gouvernement, autour duquel est censé y avoir un consensus, parce que par exemple, dans certains partis politiques, ont préconisé par exemple le vote des forces armées, mais pas des militaires. Donc l'article 6 arrive avec de donner le droit de vote à tout le monde. Donc pour tout le monde, c'était un article consensuel, on devait juste passer au vote, donc l'accepter ou le refuser. Exactement, sauf qu'à notre grande surprise hier, certains partis politiques ou blocs parlementaires ont demandé à réfléchir encore, à revoir encore la proposition de ce gouvernement-là, sachant que tous les articles pour cette loi-là, qui est une loi organique, passent avec 109 voix. Donc, d'où la question qui se pose. Parce que l'article 6, par exemple, aujourd'hui, stipule qu'on inscrit... Celui qui vient d'être amendé une autre fois. On inscrit donc, au registre donc, les électeurs parmi les militaires et les agents des forces armées. Donc, pour les élections municipales et régionales, seulement. Cette formulation-là, qui a été acceptée par tout le monde, stipulerait qu'on ait besoin de 109 voix pour faire passer cet article-là. Si l'article était formulé autrement, d'autres partis politiques auraient, eux, besoin d'avoir 109 voix. Par exemple, si l'article commençait par une négation, ne sont pas inscrits les forces. Donc, le consensus a été fait autour de cet article-là parce qu'il émanait du gouvernement et donc autour duquel était censé y avoir un grand consensus. Ce qui s'est passé hier, c'est que, par exemple, un parti politique nous disait vous vous arrangez pour faire passer votre article. S'il passe, tant mieux. S'il passe pas, ce sera de votre faute. Si, par exemple, la loi électorale tombe, parce qu'on reprend le contraire de cet article-là dans l'article 3, qui est les interdictions. Donc, sont interdits de voter telle et telle personne. Et ce groupe parlementaire-là n'aura pas non plus donc, l'avantage des 109 voix, ce qui ferait tomber toute la loi électorale. Et c'est là où se trouve le dilemme. C'est pourquoi les présidents des blocs parlementaires ont préféré revenir à la table des consensus et voir comment on pouvait résoudre ce problème-là qui est un problème énorme parce que tout le monde est conscient de l'importance et de la nécessité d'accélérer le vote de cette loi-là, de la tenue de ces élections-là avant 2018. Et on se retrouve parfois dans des situations assez... et on ne comprend pas pourquoi, dans certains cas, il y a des consensus. Et au dernier moment, ces consensus-là sont remplis. Et ce qui est incroyable, hier, dans un post publié par le dirigeant Maki, donc de Nahda, Abdeltif Maki de Nahda, il disait qu'après avoir eu ce consensus-là, un parti politique, il s'est prévalu d'un argument qui était franchement très aléatoire. Il a dit, donc, nous n'avons pas encore la version amendée, alors que cette version-là a été déposée il y a 10 jours. Et discutée avec donc, dans le cadre de ce consensus. Donc cette, tout à fait. Et même si cette question-là n'a pas été amendée, tout le monde stipule qu'un ministre d'une coalition gouvernementale irait pour parler justement avec les partis politiques ou les partis prenants dans cette coalition-là avant même de présenter des amendements. Herbel, je ne sais pas comment je vais aborder cette question avec vous, mais ce n'est pas reluisant, ce n'est pas valorisant et ce n'est pas franchement très encourageant pour aujourd'hui apprécier les politiques que nous avons en Tunisie. L'exemple des députés, du moins ceux qui sont en train de ne pas donner une bonne image pour la Tunisie, est en train d'assommer et de créer cette rupture entre les politiques et les Tunisiens. Nous avons vu ça dans certains autres sondages. Vous-même, vous confirmez cette tendance donc de rupture du Tunisien par rapport aux politiques que nous avons aujourd'hui? Écoutez, franchement, il n'y a pas que la rupture entre politiciens et citoyens. Il y a aussi une rupture, disons qu'on peut parler de rupture de citoyens-élections. Et
Et si je peux commencer par un chiffre, je vais citer quelques chiffres qui ont été publiés par l'Institut international républicain. NRI. Oui, NRI. Nous avons conduit cette étude. Et nous saluons au passage Madame Laura Egg, qui est la directrice du bureau d'NRI. Qui nous écoute régulièrement sur RTCI, notamment dans le vif du sujet. Ouais. Alors, si je peux commencer par un chiffre qui est très pertinent, qui est sorti, qui a été publié dans cette enquête, qui a été réalisée entre le 6 et le 13 décembre. En interrogeant les Tunisiens sur leurs priorités, sur le plus grand problème qu'affronte la Tunisie dans l'ensemble. On était supposé parler aussi d'une façon spontanée d'élections locales. Oui. Parce que c'est assez problématique et c'est assez vital pour le Tunisien. Oui, vu l'état de délabrement des communes en Tunisie, ça devient quelque chose de très intéressant de voter. Il y a moins que 1% des Tunisiens qui ont cité les élections locales en tant que problème majeur en Tunisie. Bon, je comprends en spontané. En spontané, c'est-à-dire que Belloumi, lorsqu'il dresse ces questions-là, donc il ne dit pas les choses en ordre prioritaire ou dans une liste. Donc il dit quelles sont les problématiques que vous avez. Voilà, c'est une question ouverte. Ce n'est pas une liste. Bon, je comprends que le chômage reste toujours une priorité. Prioritaire. Le premier problème selon 38% des Tunisiens. Suivi par la crise économique et financière pour 32% des Tunisiens, suivi par le terrorisme pour 11%, corruption pour 7%, etc. Mais aller jusqu'à trouver les élections locales citées par moins que 1% des Tunisiens en tant que priorité, en tant que problème à résoudre, c'est pas impossible. Mais je dirais en même temps que parfois il y a des réalités qui sont cachées dans les chiffres. Oui. C'est-à-dire... Du moment où le Tunisien n'arrive pas à comprendre, et ça on peut le confirmer dans d'autres études, pas celle-là, mais du moment où le Tunisien ne comprend pas ce que c'est que décentralisation, les avantages des élections régionales, surtout. Les nouvelles prérogatives qui vont être données aux régions. Oui, conseils municipaux, et les nouvelles, pas uniquement municipaux, je parle de régions. Oui, tout à fait. Donc c'est des questions régionales et municipales. C'est important, même pour l'équilibre, le développement, etc. La décentralisation est très importante. Du moment où on sait qu'il y a uniquement 14% des Tunisiens, ça c'est dans d'autres études, 14% des Tunisiens qui comprennent ce que c'est, qui déclarent qu'ils comprennent ce que c'est décentralisation, parce que réellement, il n'y a pas 14% de Tunisiens qui comprennent ce que c'est que la décentralisation. Là, on comprend un peu le désintérêt. Et ça, c'est un problème que nous avons, nous sommes approfondis pour comprendre un peu quels seraient les faits de la compréhension de ce concept. Et à travers des focus groups, à travers des groupes de discussion avec les citoyens, nous avons découvert des vagues d'optimisme quand les citoyens comprennent ce que c'est que la décentralisation, l'impact direct sur leur vie quotidienne, etc. Les attentes, donc. Voilà. Les attentes, et c'était extraordinaire. C'est-à-dire, on a basculé au début du focus group, au début des groupes de discussion, d'une situation de refus, de refus de participer aux prochaines élections, etc. Un refus parce que peut-être le Tunisien ignorait de quoi s'agit-il, finalement. Lorsque vous avez expliqué de quoi s'agit-il, donc peut-être il s'est remis en cause, finalement. Absolument. Même si je reviens aux chiffres de l'ARI, et quand on parle de 1% de Tunisiens, ou moins de 1% de Tunisiens qui mettent en priorité les élections locales, mais en même temps, ils sont en train de mettre en priorité la corruption, le chômage en tant que problème, la crise économique et financière, mais tous ces problèmes, en fait, faut expliquer pourraient aussi être résolus par la décentralisation. Oui, donc, tout à fait. Donc c'est ça, il y a un lien terrible entre eux. Il faut expliquer aussi, Belloumi, peut-être que les médias ont un rôle très très important aujourd'hui, parce que les médias sont des leaders d'opinion aujourd'hui. Lorsqu'ils focalisent sur des questions, peut-être le Tunisien, donc lui-même, va se dire, écoutez, oui, ils ont focalisé sur ça, donc c'est important. Il y a toujours cette approche-là, locomotive, je dirais,
à tort ou à raison, hein, donc on ne peut pas donc dire que les médias sont en train de faire un grand travail, mais c'est un focus qui se fait par ces médias-là et qui donne l'occasion aux Tunisiens de suivre ce qui est dit dans les médias, ce qui est vu dans les médias, et ce qui ne l'est pas. Peut-être pas les élections donc municipales et régionales, qui restent, je dirais, un peu un sujet pas très compris, et un sujet aussi qui n'est pas, qui ne suscite pas l'intérêt si jamais on n'essaye pas quand même donc de booster le Tunisien à le savoir. Par rapport aux chiffres que vous avez, par rapport à des questions comme la décentralisation, comme les termes clés donc des élections régionales et municipales. Je dirais que le rôle des médias est très important. Écoutez, si je me réfère toujours à des groupes de discussion que nous avons modérés avec les citoyens, ce qui revient toujours, c'est que les médias sont en train de présenter uniquement des conflits politico-politiques. Oui. Et c'est ce qui fait que le Tunisien a une aversion aujourd'hui donc des politiques. Oui. Et alors que maintenant, je dirais, la stratégie la plus impactante, la plus positive pour le citoyen, c'est de promouvoir le concept de cette décentralisation. C'est de communiquer pour les citoyens les nouvelles prérogatives des élections municipales, les prérogatives des élections du conseil régional que l'Assemblée des représentants des peuples est en train de travailler là-dessus. De montrer aux Tunisiens l'impact réel sur leur vie quotidienne de cette décentralisation. Donc, du moment où on peut passer le message et on peut aider le Tunisien à comprendre ce qui va les retombées directes sur lui de ces élections, et ben certainement que ça aura un impact très significatif par rapport à l'engagement du citoyen dans les prochaines élections. Voilà. Alors, Khawla Ben Aïcha, la question aujourd'hui, l'image du politique n'est pas reluisante. Aujourd'hui, hier même, il y a eu un incident encore, je ne vais pas y revenir sur cet incident malheureux donc, qui traite nos compatriotes donc, juifs de je ne sais quoi. C'est encore... bon... J'ai passé ça, j'ai dépassé, le président sont excusés, ils sont excusés, voilà, mais bon, le mal est fait. Le mal est fait, et c'est encore, je dirais, un pavé dans la mare dans cette image écornée, écorchée donc de politique en Tunisie. On a l'impression que le politique en Tunisie n'a plus rien à donner à cette population, et la population en est consciente. Est-ce que vous êtes conscient, vous, en tant que politique, je ne parle pas de vous particulièrement, mais vous êtes une politique en Tunisie aujourd'hui. Est-ce que vous êtes conscient de ce problème majeur ? Tout à fait, parce que moi, les raisons justement qui m'ont poussée à m'investir dans la vie politique étaient que je ne me sentais pas représentée, que j'avais besoin, j'avais envie d'une offre différente, de voir faire les choses autrement, de voir de nouvelles têtes, de voir émerger une nouvelle classe politique. Ce sont les raisons qui m'ont poussée à m'investir. Bien évidemment, la désillusion arrive très très vite, mais on essaye, du moins à mon niveau, de toujours, comme l'expliquait Monsieur Loumi, de simplifier les choses, d'expliquer aux citoyens l'enjeu, de leur expliquer aussi la différence entre le pouvoir législatif et exécutif, parce que le citoyen ne fait pas forcément la différence. Le citoyen a besoin de sentir un changement dans son quotidien, de voir son pouvoir d'achat augmenter, de voir ses rues propres. Ce n'est malheureusement pas le pouvoir législatif qui en est directement responsable, parce que c'est au niveau des lois. Les lois sont souvent compliquées. D'ailleurs, j'en reviens à ce désistement apparent par rapport aux élections municipales. Nous avons longuement battu pour que le code des collectivités locales soit, lui, voté avant la loi par rapport aux élections municipales, parce que ça mettait le cadre, parce que ça nous permettait aussi d'expliquer aux citoyens les enjeux de la décentralisation, donc le 7e chapitre de la Constitution, et d'avoir le temps de leur expliquer ces enjeux-là et les avantages qu'ils pourraient en tirer. Malheureusement, les choses se sont faites à l'envers. Le code n'est toujours pas prêt, il est censé passer dans la commission dans laquelle je suis membre, il n'est toujours pas arrivé, on est à la 13e version. Et j'ai des infos même qui disent que le code que vous connaissez, donc vous, il va être donc changé, et de façon assez importante et conséquente. Et on attend toujours en fait les versions, et on n'a pas en fait les mises à jour au fur et à mesure pour pouvoir faire le suivi en commission, surtout que c'est un code avec 385 articles, voire plus. Donc pour nous, et pour moi d'ailleurs, la priorité était de voter ce code-là, d'expliquer aux citoyens les enjeux de cette décentralisation, c'est aussi
aussi le rôle, pas seulement des médias, c'est le rôle du gouvernement, des partis politiques, de la société civile, de sensibiliser aujourd'hui les citoyens à ces enjeux-là et de leur justement simplifier la vie politique, de la réduire à des schémas ou à des exemples concrets qui pourraient changer justement la vie du citoyen. Quand ils nous voient débattre justement de cette loi électorale, si les forces armées votent ou ne votent pas, les citoyens ne sont pas forcément intéressés. Tant qu'il n'y a pas cette loi-là, tant qu'on n'est pas sur une vraie échéance électorale, les citoyens ne vont pas non plus, je pense, s'intéresser à ces élections-là ou à tout autre projet de loi. Justement, puisque vous parlez de cet article 6 bis, donc concernant le vote des sécuritaires en Tunisie, vous, à Machuratou, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Alors, à Machuratou, nous sommes pour, parce que pour nous, les élections municipales touchent le quotidien justement des citoyens. Les forces armées sont aussi citoyens à part entière, ils payent leurs taxes, ils payent leurs impôts, ils ont besoin des services municipaux. Donc pour nous, pour les élections municipales et régionales, ils devraient avoir droit de voter. D'ailleurs, il y a 2 groupes parlementaires seulement qui s'opposent au vote. Ils sont Nahda et le courant démocratique, donc qui s'opposent justement au vote des forces armées. Alors la question qui se pose aussi, Khawla Ben Aïch, et cette question a été soulevée aussi bien en 2011 qu'en 2014, et la question c'est peut-être pas voter ou ne pas voter donc pour les sécuritaires, mais la question c'est la logistique, parce que aujourd'hui, dans un contexte de terrorisme, on sait que le terrorisme peut frapper à tout moment. Cette gestion, je dirais, des politiques qui sont de l'ordre de 120 000 entre sécuritaires et forces de défense nationale, comment est-ce que la Tunisie a les moyens de faire une logistique rotative pour que celui qui est mis comme sentinelle dans un endroit très particulier puisse aller voter ou non? Donc la question se remet sur le tapis, sans pour autant donc remettre en question et rentrer dans des diatribes, je dirais, vaines, de dire que ils ne votent pas ou on est contre qu'ils votent parce que ce sont des citoyens de second degré. Ce n'est pas la question, ce ne sont pas des citoyens de second degré, ce sont des citoyens à part entière, ce sont des citoyens très importants aussi qui assurent nos arrières, excusez-moi du terme, mais la question qui se pose, est-ce qu'on a les moyens, donc logistiques, de faire des élections et de contribuer à ce que les sécuritaires donc aillent voter? En fait, il y a plusieurs exemples comparés dans beaucoup d'autres pays où ça se passe très bien. Donc l'ISI a des idées, 3-4 idées. Je pense qu'une fois que ce projet de loi sera vraiment voté, qui seront vraiment fixés si ces forces-là vont voter ou pas, je pense que ce sera beaucoup plus facile pour l'organisation. Et puis il y a pas mal de solutions, comme de faire les élections sur 2 jours, de pouvoir assurer une rotation. Et j'ajouterais aussi, Khawla Ben Aïch, quelque chose de très important aussi. Est-ce que nous avons des forces de sécurité, je ne parle pas de la défense nationale, mais des forces de sécurité qui sont impartiaux? Là, la question se pose. Aujourd'hui, nous avons des syndicats de police qui sont inféodés à des partis politiques, et la question qui se pose, et on a même entendu, moi-même j'ai entendu même un sécuritaire en 2014 dire, écoutez, sur cette question particulière, si vous ne donnez pas le droit de voter, attendez-vous à ce que 150 000 personnes, nous et notre famille, donc s'érigent contre ceux qui ne voudraient pas qu'on vote. Bon, et là, la question qui se pose, est-ce que les syndicats de police, tels qu'ils sont aujourd'hui, donc méritent quand même donc d'aller voter alors qu'ils sont politisés, ils sont loin d'être des forces de sécurité donc républicaines. C'est pourquoi il y a justement un article qui les empêche de se présenter à ces élections-là et de participer à toutes les campagnes justement campagnes électorales pour les élections régionales et municipales. Bien évidemment, on ne peut pas les empêcher d'avoir des tendances ou des appartenances politiques même en secret, mais le fait de les empêcher de se présenter, de faire justement ce type de campagne-là pour certains partis politiques pourrait, entre autres, jusqu'à ce qu'on ait la conscience nécessaire, les prévenir justement d'avoir ce genre d'incident-là. Ouais. Et surtout d'influer sur les élections. Exactement. Arbel Lomi, est-ce que vous avez posé une question aux Tunisiens s'ils sont pour ou contre le vote des sécuritaires? Honnêtement, non. On n'a pas posé cette question. Vous devez le faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On y pensera la prochaine vague. Mais juste... Oui, le temps nous devance. Vas-y, 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. D'accord. Juste pour donner un résultat qui est très important, qui montre un peu la conséquence de tout le contexte politique, en fait.
Quand on a posé la question dans la même enquête de l'ARI, la Tunisie va organiser des élections municipales et régionales, dans quelle mesure êtes-vous susceptible d'aller voter lors de ces élections? Oui. Eh ben, on a posé cette question en novembre 2015. Ceux qui ont... 2015 Oui, novembre 2015. Ceux qui ont déclaré qu'ils vont voter, que c'est très probable d'aller voter, étaient 42%. En mai 2016, c'était 43%. En décembre 2016, c'est 38%. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une chute quand même. Ouais, voilà, chute, c'est une chute de plusieurs points. Hein. Voilà. Voilà. Si vous voulez, on en parle après. J'imagine qu'on va refaire une autre émission s'agissant des élections municipales, puisque le report a été fait hier pour la plénière de mardi. Raoula Ben Aïcha, que je salue beaucoup d'être donc venu. Je rappelle que Raoula Ben Aïcha est la seule parlementaire qui donne donc qui donne un aperçu de ce qu'elle fait sur l'année parlementaire. Vous l'avez fait déjà, Raoula Ben Aïcha. Oui, déjà, et je pense que vous rendez des comptes donc vous rendez des comptes à ceux qui vous ont élu. C'est le fait de s'auto-évaluer, de rendre des comptes et puis d'avoir aussi des retours. Hein, quand on a une vision, c'est dans le cadre où je dis qu'il faut expliquer justement aux citoyens le rôle d'un parlementaire ou d'un politique. Et c'est là où je rends compte juste de mon travail parlementaire, pas sur le plan partisan ou politique. Et j'attends toujours d'avoir des retours et des recommandations justement de mes concitoyens pour pouvoir être plus efficace ou pouvoir expliquer au mieux les tâches. Et c'est l'essence même d'une députée en Tunisie. Merci beaucoup Raoula Ben Aïcha, député du parti Mashroua Tunis et bloc parlementaire Al-Hara. Qbel Loumi, le directeur général d'Elka Consulting, merci infiniment. Notre rendez-vous prend fin pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain, 8h30 de l'œuvre du fou de Donia Cheuch. Ensuite, Rafef Arlaya prendra la relève pour terminer cette matinale qui a commencé avec de la très très bonne musique. Merci Tariq Drissi, Hana Ben Ma'alem, à lundi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.